BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Président de GEM Ouest, Bruno Vanier qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous nous parlez régulièrement du monde émergent. On parlera de l'Afrique du Sud dans un instant. C'est vrai qu'on en parle assez peu. On se concentre dans les BRICS. Alors il y a eu historiquement les BRICS sans S et puis on a rajouté le S de la South Africa. Donc voilà, on va parler de l'Afrique du Sud dans un instant puisque vous étiez sur place il y a à peine quelques jours encore. Juste un mot de Hong Kong là qui s'est emballé. Alors il y a eu un long week-end aussi à la bourse de Hong Kong qui s'est emballé ce matin. 5% de hausse à l'ouverture, 5-6% de hausse même au plus fort de la séance. On clôture en hausse de 3%. Qu'est-ce qui se passe spécifiquement sur la place de Hong Kong par rapport à la place de Shanghai, qui est la place de Chine continentale, on va dire. Il se passe effectivement des choses assez extraordinaires. On le voit dans les volumes qui sont traités à Hong Kong en ce moment, parce qu'on a dépassé les 35 milliards de dollars aujourd'hui, hier également. Donc des volumes qui, pour vous donner une idée, c'est la taille de New York, hein, ça. Et c'est 4-5 fois le volume traité à Paris par jour. Donc clairement, on est sur des chiffres très très élevés. Alors c'est encore très modeste par rapport à ce qui se traite à Shanghai. N'oublions pas qu'à Shanghai se traite à peu près aujourd'hui plus de 200 milliards de dollars par jour. Donc là, on est effectivement sur des chiffres quand même qui sont sur une autre planète, on a envie de dire. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment sur les titres chinois, surtout qui sont cotés à Hong Kong, qui montent très fortement depuis quelques jours. Alors, il faut revenir un peu en arrière, c'est-à-dire qu'il faut revenir à novembre dernier, au moment où était décidé de faire une sorte de connexion entre le marché de Shanghai et le marché de Hong Kong, permettant aux investisseurs de Hong Kong d'investir à Shanghai. Ça, c'est le sens sud vers le nord, et permettant aux investisseurs chinois de Chine continentale d'investir à Hong Kong. Ça, c'est du nord vers le sud. Alors, pendant quelques mois, c'est plutôt le marché Shanghai qu'on a bénéficié fortement. D'autant plus qu'on a eu quand même une politique monétaire très accommodante, hein, qui a été, je dirais, inaugurée à partir de novembre dernier avec une première baisse des taux d'intérêt, première baisse du taux de réserve des banques. Donc clairement un environnement très porteur au niveau de la liquidité. Et c'est embelli clairement sur le marché de Shanghai qui a monté près de 50% entre novembre et aujourd'hui. Et pourquoi Hong Kong en profite aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé à Hong Kong? Surtout pourquoi Hong Kong n'en profitait pas dès ce moment-là, parce que les investisseurs chinois avaient la possibilité d'investir à Hong Kong depuis cette date-là. Et on précise souvent les entreprises ont une cotation à Shanghai et une à Hong Kong. Ce sont les mêmes entreprises. Ce sont les mêmes entreprises. C'est pas le même titre encore, parce qu'il n'est pas fongible. Techniquement, c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, on peut acheter la même société côté à Hong Kong et côté à Shanghai. Alors pourquoi ces investisseurs n'ont pas investi tout de suite sur la bourse de Hong Kong? Simplement pour des raisons techniques, en fait. Le temps d'ouvrir les comptes, le temps de se familiariser avec le circuit, qui n'était pas un circuit familier, quoi. Et donc, tout simplement, ça a pris 3 mois, on va dire, quoi. En plus, a été annoncé il y a une dizaine de jours à Shanghai, en Chine populaire, que les fonds mutuels, qui sont quand même une grosse partie des gestionnaires, pouvaient investir encore plus facilement sur la bourse de Hong Kong. Donc ça a donné un petit peu, je dirais, l'étincelle, quoi. Et depuis quelques jours, effectivement, la bourse de Hong Kong s'envole parce qu'elle est achetée massivement par des investisseurs domestiques chinois. Et en tant qu'investisseur, vous, dans le monde émergent, dans les actions émergentes, vous dites quoi face à un tel mouvement? Vous essayez d'en profiter? On en profite. Hein, oui, parce que vous êtes investi, mais est-ce que vous dites, tiens, c'est l'occasion peut-être aussi de forcer encore un petit peu le trait et d'y aller encore un peu plus fort? J'ai envie de dire, les titres sur lesquels on investit, nous on les trouve, sans cette spéculation, on va dire, étaient déjà intéressants. Ils le sont toujours aujourd'hui, même s'ils ont monté d'une quinzaine de % entre temps, quoi. Alors c'est sûr que la valorisation paraît un peu moins bonne, mais elle reste attrayante de ce point de vue-là. Donc pas de sujet sur cette thématique d'investissement. Maintenant, cette manne, j'ai envie de dire, cette vague d'investisseurs chinois. Compte tenu des volumes qui se traitent à Shanghai, on peut tout à fait imaginer qu'on va monter plus haut à Hong Kong, quoi. 200 milliards, enfin je reviens sur le chiffre de volume que vous nous donniez chaque jour, volume quotidien, 200 milliards. On a aussi entre 1,5 million et 1,7 million de nouveaux comptes ouverts chez les brokers par des investisseurs chinois. C'est des particuliers souvent. Ah oui, absolument. Aujourd'hui, on a plus de 35 millions de comptes actifs, c'est-à-dire de personnes qui achètent un titre en bourse au moins depuis quelques jours, avec effectivement des montants qui sont extrêmement importants.
Remettons ça aussi, cette possibilité dans son intérêt stratégique pour la Chine. La Chine, elle, a pour intérêt stratégique d'ouvrir son système financier au monde international. Son but, c'est de faire du renminbi une monnaie de réserve. Pour ça, il faudrait qu'elle soit convertible. Et donc, l'ouverture du système rentre dans cette stratégie globale bien pensée, très sophistiquée et surtout pensée depuis plusieurs années maintenant d'ouverture du marché financier chinois. C'est une étape dans cette ouverture. Les Chinois ont pour habitude d'avancer à pas relativement prudents. Hein. C'est une étape. Si elle se passe bien, elle sera confirmée par une ouverture plus importante, pas simplement sur Shanghai, mais aussi sur la bourse de Shenzhen, qui n'est pas une bourse négligeable en l'occurrence, hein, qui traite également quelques dizaines de milliards de dollars par jour. Et le jour où ça va se faire, là aussi, on aura des investisseurs qui seront encore plus près de Hong Kong, j'ai envie de dire, qui pourront investir plus massivement sur la bourse de Hong Kong. Donc de beaux jours devant nous, indéniablement. Bon, voilà pour ces effets alors techniques là autour de cet emballement de la bourse de Hong Kong qui s'explique malgré tout. Vous rentrez d'Afrique du Sud, Bruno. Vous avez rencontré un certain nombre d'entreprises là-bas. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a intéressé en tant qu'investisseur? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le cas d'investissement sud-africain? Alors, d'une part, un peu de prudence quand même hein, sur la plupart des sociétés que j'ai pu rencontrer restent prudentes sur les affaires, sur le volant des affaires en Afrique du Sud. Ouais. L'Afrique du Sud n'est pas encore dans une période de croissance, c'est compliqué, il peut y avoir des coupures d'électricité. Il y a aussi des négociations salariales dans le monde minier, par exemple, qui étaient déjà très compliquées l'année dernière et qui risquent d'être également compliqué cette année. Donc un environnement quand même difficile. Donc il faut vraiment faire attention aux sociétés qu'on sélectionne dans notre investissement. Mais en revanche, par rapport à ces éléments, je veux dire macro, qui sont un peu compliqués, on a des éléments micro qui sont extrêmement porteurs. Je dis souvent que le marché sud-africain, c'est un marché développé pour un pays émergent. C'est vrai que les sociétés nous impressionnent beaucoup par la qualité de leur management, par leur stratégie, par leur business model qu'elles mettent en place. C'est une société qui n'hésite pas, qui ne se cantonne pas au marché local sud-africain, mais qui se développe bien évidemment en Afrique subsaharienne. Mais c'est compliqué avec le Nigeria, par exemple. Mais d'autres pays sont plus stables, quand même, certes plus petits, mais plus stables. Et c'est aussi des sociétés qui se développent dans le reste du monde, qui vont en Europe, en Irlande, en Angleterre et en Australie. Donc là, ça veut dire qu'on sort de l'industrie minière traditionnelle, absolument, classique, en fait, sud-africaine. C'est pas ça qui vous intéresse. Exactement. C'est vrai que le monde minier sud-africain, peut-être avec l'exception du monde du diamant, qui reste intéressant, mais le monde minier, que ce soit platine ou or, surtout, on est face à des coûts de production qui augmentent. Hein. On va chercher les onces d'or en Afrique du Sud à 5 km sous terre. Wow. Alors que le prix de l'or est quand même au plus bas depuis plusieurs années. Voilà, donc c'est clairement un environnement pas tout à fait facile, d'autant que le coût d'extraction, augmente techniquement, et deux, on fait face à des salaires à une situation salariale qui n'est pas simple, donc on a des coûts salariaux qui augmentent également. Donc c'est pas forcément un secteur qui nous intéresse. En revanche, les secteurs plus industriels, consommation, ça sont des secteurs qui nous intéressent, et surtout des sociétés en particulier. On a Naspers. Alors effectivement, Naspers, c'est un investisseur internet qui investit dans le monde entier, y compris en Chine, en Russie et en Inde, et le titre vraiment. C'est une société d'investissement, ça. Voilà. D'accord. Voilà. Mais ce sont quand même des gens très visionnaires. Ils étaient dans Tencent en Chine à partir de 2002. En 2002, on ne savait même pas que Facebook allait être coté en bourse. Donc, vous voyez, il y a quand même des gens qui ont une vision sur ce qui peut se passer dans le monde, qui sont très très forts. C'est intéressant pour nous de s'associer à leur destin, d'une certaine manière. Bon, et dans votre portefeuille, je rappelle, hein, le fonds que vous gérez chez Gemois, qui est investi uniquement en actions d'entreprises émergentes. Donc, vous investissez en actions dans ces entreprises-là. L'Afrique du Sud, ça représente une part importante. Ça représente un peu plus de 7%, donc c'est pas tout à fait négligeable. Alors certes, c'est moins important que la Chine, qui représente presque 30% de notre portefeuille, hein, mais néanmoins, et c'est important de suivre parfaitement. Et les performances qu'on a en Afrique du Sud sont quand même très très bonnes. Donc on est plutôt très content de ce qu'on a pu faire là-bas. J'ajouterais que la performance du fonds, c'est vrai que depuis le début de l'année, on passe bien. Ouais. On est en hausse de 22% pour un marché qui monte de 19%, donc on est plutôt content. Avec un effet de vis très fort. Un effet de vis très important, surtout à rappeler ça à vos téléspectateurs, parce que c'est vrai que l'effet dollar, on a l'impression que
ces fonds ont beaucoup monté. Ça peut aveugler. Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment retirer ces effets de voilà, parce que la hausse du fonds en dollars, c'est 9% et 22% en euros. Donc clairement, la hausse du dollar a un impact positif sur la VL. J'entends souvent dire, mais une obsession sur la hausse du dollar en se disant que la hausse du dollar c'est mauvais pour les pays émergents ou les actions émergentes. Oui, enfin bon, notre VL, j'ai envie de dire, en profite quand même beaucoup, quoi, hein. Et alors après, on peut me dire que oui, mais le dollar risque de rebaisser. Effectivement, s'il rebaisse, on risque d'en pâtir un petit peu à court terme. Mais c'est vrai qu'un environnement de baisse du dollar est aussi assez positif pour l'environnement économique des pays émergents. Donc j'ai envie de dire que, bon, voilà, aujourd'hui, à la hausse comme à la baisse du dollar, il y a des aspects positifs en profite. Exactement. Merci beaucoup Bruno. Bruno Vannier, le président de Gémeaux Asset sur BFM Business dans le